Dans l'actualité de ce lundi, lutte contre l'immigration, la question de l'emploi n'est pas l'unique cause selon le directeur exécutif d'Amnesty International Sénégal. Même si les politiques d'emploi des jeunes ont connu des limites au Sénégal, le mal est plus profond selon lui. L'État doit prendre la question à bras-le-corps pour stopper cette nouvelle vague de départ. Le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle écarte la thèse du manque d'emploi. Selon lui, l'État a beaucoup fait pour la qualification des jeunes. Le Sénégal n'a pas un problème d'emploi, martèle Dame Diop, vous l'entendrez. Lutte contre le cancer, toutes les régions du Sénégal vont disposer d'appareils de mammographie d'ici décembre. Selon Abdoulaye Diouf Sarr, 3 hôpitaux également seront inaugurés à Kaffrine, Kédougou et Sédhiou. Les détails dans cette édition. L'actualité de ce lundi, c'est aussi cette situation désespérante à Arelao dans le nord. Les canaux d'irrigation sont à sec. Des producteurs ont perdu 800 hectares de terre emblavée à cause de la panne des machines de pompage. Ils dénoncent les négligences de l'Union hydraulique de la commune. On vous explique tout dans cette édition. La recrudescence de l'immigration illégale est une des causes des limites de la politique d'emploi des jeunes au Sénégal. C'est l'avis de Sidi Gassama d'Amnesty International Sénégal. Selon lui, la question de l'emploi est l'arbre qui cache la forêt. La raison de ces départs massifs est beaucoup plus profonde. Mamadou Fall et Jafar Abba. L'immigration clandestine ne date pas d'aujourd'hui, tel est le constat de l'Amnesty International. L'organisme a depuis 2015 travaillé sur cette forme de voyage dangereux. Nous avons travaillé dans les régions du Sénégal oriental, Kédougou, Tamba, les régions de la Casamance, qui constituent les principaux points de départ. C'est de là que viennent les candidats au départ. Nous avons travaillé pendant plus de 3 ans dans ces régions, avec les jeunes, avec évidemment les imams, les leaders communautaires, pour faire en sorte que évidemment les départs soient diminués dans ces jeunes-là. Nous constatons une nouvelle recrudescence des départs. Il faut engager évidemment la réflexion. Pourquoi les jeunes partent, pourquoi ils sont prêts à prendre autant de risques pour partir et essayer de trouver une solution. La solution, ce n'est pas forcément la question de l'emploi. La question de l'emploi, elle est centrale. Mais nous avons vu des enseignants laisser leur poste au Sénégal et prendre la pirogue. L'échec patent constaté, c'est l'absence d'opportunités pour les jeunes. Les politiques d'emploi des jeunes ont manifestement eu des limites. Il faut revoir toutes les politiques d'emploi des jeunes. Ce n'est pas avec les DAC, les domaines agricoles communautaires, qu'on va résoudre tous les problèmes. Tous les jeunes ne sont pas des agriculteurs. Il faut faire en sorte que dans tous les secteurs, les jeunes soient formés et puissent exercer un métier. Et ensuite, il faut vraiment sensibiliser les gens. Parce que malheureusement, dans beaucoup de villages du Bundu, lorsque vous y allez, les plus belles maisons appartiennent aux immigrés. Amnesty International a tenu un atelier international sur les impacts de la Covid-19 sur les droits humains et la démocratie en Afrique de l'Ouest. Un atelier qui a permis d'évoquer tous les manquements notés lors des couvre-feux en Afrique de l'Ouest. Chercher ailleurs la raison de cette nouvelle vague de départ. Selon le ministre Dame Diop, le Sénégal n'a pas un problème d'emploi, mais plutôt un problème d'employabilité. C'est ce que nous avons fait pour donner à ces jeunes un mieux-être. Mais comme j'ai dit, nous avons fait beaucoup de choses dans la qualification des jeunes. Parce que nous n'avons pas un problème d'emploi, je le confirme au Sénégal. Nous avons un problème d'employabilité. Et pour régler la question de l'employabilité et pour dire, comme les Wolofs disent, qui n'ont pas de métier, nous avons formé énormément de jeunes. Nous avons un dispositif d'accompagnement non financier, un dispositif d'accompagnement financier. C'est ça qui doit permettre aux jeunes de rester dans leur pays et d'entreprendre. Nous avons tous un rôle à jouer. Les familles d'abord, les journalistes que vous êtes, la communauté, l'État bien évidemment, pour que les jeunes comprennent que risquer sa vie pour un Eldorado qui n'est de nom que d'Eldorado, c'est quand même des choses à ne pas faire. Donc ce travail de conscientisation, de communication, de sensibilisation pour les jeunes, pour qu'ils comprennent qu'il est possible de rester ici, parce que l'État a mis en place les cadres, de rester ici, de gagner sa vie honnêtement, et comme on dit, de techifi au Sénégal, contrairement à ce qui se passe là. Donc c'est plus un travail de conscientisation, d'information, de communication, pour que les jeunes acceptent de rester et que les familles comprennent que techie, comme on dit, ce n'est pas seulement être derrière un bureau. Vous pouvez être plombier, vous pouvez être boucher, vous pouvez être mécanicien, vous pouvez être peintre. C'est des métiers qui existent aujourd'hui et pour lesquels nous avons des offres de formation pour permettre aux jeunes d'entrer dans ces métiers et d'entreprendre ici.
Le ministre Dame Diop a présidé ce matin à Mbour un atelier sur les stratégies de développement de l'artisanat. Dans tous les cas, les réactions indignées se multiplient depuis le drame de ce week-end. Vous le savez, l'explosion d'une pirogue au large de Mbour. C'est toujours l'émoi à Saint-Louis, au quartier Pikine, où 20 jeunes de cette localité ont péri dans cet accident. L'ancien président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, lui, en veut aux organisateurs de ces voyages, ces fameux passeurs. Moustapha Diakhaté plaide pour la criminalisation de l'immigration illégale. Écoutez-le, il était l'invité de la matinale de TFM. Pour moi, ce qui s'est passé, c'est à la limite un meurtre avec 3 responsables. D'abord l'État, les familles et la société sénégalaise. L'État du fait que dans la Constitution sénégalaise, notamment à son article 7, il paie obligation à l'État de protéger la vie des Sénégalais. On ne peut pas me dire que le gouvernement ne savait pas qu'il y a des gens qui fabriquent des pirogues pour faire transporter 150 personnes, qui les vendent, et qu'il y a des gens qui organisent les voyages, qui font du rabattage pour chercher des clients, et qu'à l'insu de l'État, de mon point de vue, ça c'est extrêmement grave si tel est le cas. L'autre problème, c'est que ici au Sénégal, l'enfant est considéré comme une épargne. Ce qui fait qu'à chaque fois que si vous êtes à l'âge adulte et que vous n'arrivez pas à prendre en charge vos familles, on vous considère comme un moins que rien. Et à partir de ce moment, vous considérez que vous êtes une paria dans la maison. L'autre chose au Sénégal, dans la culture sénégalaise, d'une manière générale, on pense qu'on peut avoir de l'argent et très rapidement. Pour moi, ce qu'il y a à faire, dans l'urgence, pour endiguer l'hémorragie, l'hécatombe, c'est de doter le pays d'une loi anti-émigration qui punit sévèrement ceux qui fabriquent les pirogues et ceux qui organisent le convoyage. Je crois que ça, c'est une urgence absolue. Maintenant, l'autre chose, si le président de la République peut organiser une conférence avec les pays concernés, notamment de l'Afrique de l'Ouest, je crois que c'est une très bonne chose pour qu'on ait une politique d'émigration et qu'on discute avec l'Union européenne les conditions pour faire émigrer nos populations au lieu que les gens prennent des pirogues. Et il faut lever le couvercle de la pression sociale sur les jeunes, selon la ministre Néné Fatoumata Tall. Pour stopper les départs des jeunes, il faut une campagne de sensibilisation sur les mécanismes de l'entrepreneuriat. C'est une situation que nous déplorons et dans la mesure où l'État du Sénégal est en train de faire de nombreux efforts avec ses partenaires, bien sûr. Il y a l'Union européenne, beaucoup de partenaires. Aujourd'hui, nous venons d'assister à un programme intéressant qui vise à promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes Africains et le Sénégal n'est pas resté en rade. Donc, de nombreux efforts, en tout cas une batterie de mécanismes est mis sur pied pour promouvoir l'emploi, l'employabilité, le taux-emploi des jeunes. Et je pense que la communication doit être de mise pour que les jeunes soient bien informés de ces mécanismes-là et qu'ils puissent rester au Sénégal. Et il y a un autre facteur qui est là à côté, c'est la pression sociale. Je pense que les jeunes dans les familles, dans les quartiers et dans les maisons doivent être mieux sensibilisés. Les parents, les familles doivent arrêter de mettre la pression sur les jeunes-là parce qu'on les incite tous les jours à réussir coûte que coûte. Cela peut être fatal pour la jeunesse sénégalaise. La ministre de la Jeunesse en marge de la réunion de la conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports de la francophonie. La Conféges, justement, va choisir les 15 meilleurs projets sur les 202 présentés par les pays membres dans le cadre du programme de l'entrepreneuriat des jeunes. Voyons tout cela avec Cheikh Sadibou Diarra et Amadou Ba. Pour booster l'emploi des jeunes, la Conféges entame sa réunion annuelle du comité technique de sélection et d'orientation du programme de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes, PEPEJ, à Dakar. Une initiative de plus d'une trentaine d'années avec des résultats probants. Depuis 1989, le programme a permis de financer 1909 projets, entraînant la création de 5 822 emplois pour un coût estimé à 2 790 588 667 francs CFA au profit des pays membres d'Afrique, du Maghreb, de l'océan Indien et d'Haïti. Le Sénégal, partenaire privilégié de la Conféges, se réjouit de l'appui apporté aux jeunes Sénégalais. De 2012 à nos jours, le PEPEJ a permis au Sénégal de créer 77 entreprises et 315 emplois pour 142 garçons et 173 filles.
avec un cumul de subventions d'un montant total de 120 millions de francs CFA. Permettez-moi donc de remercier encore une fois la Conféges pour le soutien constant qu'elle apporte à la promotion de la jeunesse. En cette année 2020, la Conféges va devoir choisir 15 sur les 200 projets ficelés par les 15 pays membres. En plus de notre mission de sélectionner les projets les plus promoteurs, à indiquer les orientations, au cas échéant, qui seront soumises à l'appréciation de la prochaine conférence ministérielle prévue au Burkina Faso en 2021 pour un meilleur fonctionnement du dispositif de notre programme. Le programme de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes de la Conféges, un outil pour les pays membres de promouvoir l'auto-emploi des jeunes et lutter contre le chômage et l'immigration clandestine. Merci, cher Sadibou. Parlons maintenant de la prochaine rentrée des classes. Des chefs d'établissement se concertent pour s'adapter à la nouvelle donne dictée par la pandémie actuelle. Pour Aïssat aussi, proviseur du lycée Lamine Gueye de Dakar, une réadaptation du calendrier scolaire s'impose. Les conclusions seront remises au ministre de l'Éducation nationale. Aïssat aussi est avec Aminata Mbarisso et Younous Diatta. On a terminé des programmes. Les classes intermédiaires n'ont pas fait cours depuis le mois de mars. Nous savons également que le programme n'est pas fini et qu'il nous faut aller vers l'élaboration d'un nouveau protocole pédagogique. Nous reprenons également dans un contexte de pandémie et nous ne pouvons plus respecter le protocole sanitaire qui nous était servi pour gérer les classes d'examen, qui nous instruisait de former des classes de 20. Aujourd'hui, tout le monde va reprendre. Il nous faut également réfléchir pour voir comment faire, compte tenu de l'évaluation que nous allons faire, de l'expérience que nous avons vécue avec la reprise dernière, ce qu'il y a lieu de faire. Donc, c'est l'occasion de recueillir les avis des uns et des autres. Et à l'issue de ces travaux, nous entendons remettre un mémorandum au ministre de l'Éducation nationale pour marquer notre contribution à la réflexion qui est initiée. Il nous faut terminer les programmes des classes antérieures. Il nous faut des propositions par rapport à un nouveau découpage, mais également, ce que vous ne dites pas, aller peut-être vers un allègement des programmes. Tout ça, c'est des propositions peut-être qui seront faites. Et également revenir sur la gestion des groupes, comme vous dites. Alors maintenant à Matam, où la vie reprend après les nombreux dégâts causés par les intempéries. Bonne nouvelle, les travaux de la route nationale numéro 2 reprennent. Les populations renouent avec la vie sociale après la décrue des fleuves. Ali Bandeliang. Après avoir vécu une saison de pluie ayant occasionné beaucoup de pertes en vies humaines, des blessés et de nombreux dégâts, particulièrement des bâtiments effondrés, les populations du Dandemayo sortent finalement de leur enclavement. Avec le retrait des eaux de pluie et de la crue, les échanges reprennent entre les localités. À la faveur de la reprise des travaux de la route nationale numéro 2 et en prélude du démarrage des travaux de la route du Dandemayo, des délégués venus de toutes les localités de la zone ont pris part à une journée de réflexion organisée à Tiguéré. Pour réfléchir sur un thème bien cher à nous, le président de la République, on le dit encore une fois, merci. Merci de bien vouloir réaliser la route du Dandemayo. Et nous, la population du Dandemayo, on a jugé nécessaire d'organiser un forum pour réfléchir sur le thème suivant. Comment accompagner la vision du président Macky Sall pour un développement endogène et inclusif des populations de ces localités-là. Nous nous sommes toujours dit qu'à chaque fois qu'il y a des réalisations de ce genre, la construction de routes, il y a toujours des ouvrages connexes qui sont réalisés qui sont construits avec ces routes-là. Par rapport à cela, nous nous sommes dit qu'il va falloir que l'on s'assied et qu'on réfléchisse ensemble sur comment est-ce que nous allons installer ces ouvrages-là une fois sur place. Il y a des lycées que nous voulons. Nous souhaitons avoir des hôpitaux, nous souhaitons avoir des cases de santé, nous souhaitons avoir des ponts. C'est en cela donc que nous sommes réunis aujourd'hui pour essayer de réfléchir comment est-ce que faire la répartition de ces infrastructures-là. Une rencontre au cours de laquelle les représentants de l'ensemble des villages présents du Dandemayo ont rendu un vibrant hommage au garde des Sceaux, Maître Malik Sall, qui aura été depuis le début des inondations aux côtés des sinistrés. La résolution, signée par l'ensemble des participants, est adressée au chef de l'État.
Merci Ali. Restons dans le septentrion à Aérelao. 800 hectares de terre emblavés, perdus à cause de la panne de 4 machines de pompage. Tous les canaux d'irrigation sont à sec. C'est un désastre pour les paysans qui vivent dans cette zone. Les producteurs dénoncent une négligence de la part de l'Union hydraulique de la commune en charge de la gestion des machines en panne. Voyons tout cela avec Ousseynou Diop et Habib Seck. De riz, de maïs et de manioc, il n'y a pas d'eau pour l'irrigation. Les producteurs de Aérelao, regroupés au sein du collectif pour la défense de la cuvette de la dite commune, ne savent plus à quel sein se vouer. Ils ont perdu 800 hectares de terre déjà emblavés à cause du manque d'eau. Les producteurs accusent l'Union hydraulique. Il ne nous a pas fourni l'eau en permanence, conditions idoines, pour une bonne récolte. Ce manque d'eau criard est dû aux pannes répétitives des pompes. 2 des 5 pompes qui fonctionnaient ne pouvaient pas assurer la campagne. Et cette négligence, je dis bien cette négligence de l'Union hydraulique, a occasionné des pertes colossales, allant de 125 millions de pertes. En effet, 800 hectares sont partis. La gestion de l'Union de Aérelao est jugée nébuleuse. Les producteurs réclament plus de transparence pour sauver l'agriculture dans le Fouta. Ensuite, ce bureau n'existe que de nom. Absence de réunion, absence d'assemblée générale. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'Union n'est plus solvable. Malheureusement, cette mauvaise gestion ne s'arrête pas là. 2 machines affectées à l'Union et stationnées au niveau de la SED ont été vendues par le président. Il sollicite également l'arbitrage du chef de l'État. Nous sollicitons l'aide et l'arbitrage de son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall, pour qu'il vienne en aide cette cuvette, pour redorer le blason de cette cuvette. Cette fois-ci, les membres du collectif pour la défense de la cuvette d'Aérelao ont arboré des brassards rouges. Prochainement, ils menacent de passer à la vitesse supérieure. Merci Ousseynou. Alors maintenant à Kédougou, revalorisation de la sécurité privée dans les zones aurifères et transfrontalières. L'inspection régionale de travail prône la formalisation du sous-secteur. L'initiative vise directement les orpailleurs, mais vous allez le voir, ces derniers ne sont pas vraiment ravis de cette annonce. Voyons tout cela avec Ibrahima Diabakhate. Cette rencontre, les préposés à la sécurité au niveau des sites d'orpaillage ont soutenu la non-pertinence de la formalisation de leur corporation. Même si tu dis que tu vas les payer par mois, ils ne seront pas d'accord. Il faut les donner des pierres, ce qui est avantageux pour eux. Parce qu'avec un sac de pierres, tu peux trouver 1 million, 500 000 ou 400 000. Au plus petit machin, tu peux trouver 300 000 par sac de pierre. Tu dois avoir un salaire, quoi. Parce que tu trouves qu'avoir la pierre est plus avantageux pour eux que de le payer par salaire, quoi. Ouais. Cette perception de l'emploi n'est pas en conformité avec la réglementation en vigueur, d'où une réorganisation de ce sous-secteur pour une meilleure prise en charge de la sécurité des travailleurs. Dites à vos responsables qu'ici, au niveau des Kédougou, on n'accepterait pas que des travailleurs soient engagés sans qu'ils aient des contrats de travail, sans qu'il n'ait pas de prise en charge au niveau des institutions de prévention sociale, sans qu'on se soucie de leur tenue. Nous avons fait une suggestion à ce qu'ils établissent des règlements intérieurs, intégrant les questions de sécurité, à ce qu'ils aient un fonds de solidarité pour prendre en charge les cas d'accidents de travail ou de maladies professionnelles, en attendant que nous puissions finaliser la réforme sur la sécurité des travailleurs dans le secteur dit informel. Cette conférence sur la sécurité privée a permis à ces nombreux orpailleurs qui évoluent dans la sécurité d'accorder une importance particulière à la nécessité de se formaliser pour une meilleure protection du travailleur. Merci Ibrahima. Parlons de la paix en Casamance. Le MFDC a choisi la paix depuis 2019 en Guinée-Bissau. Selon Robert Sagna, ce qu'il faut maintenant, c'est porter le combat pour le développement de la Casamance. Robert Sagna, en marge d'un atelier organisé par les populations de Mangone et une frange du MFDC. Il est interrogé par notre équipe à Ziguinchor. D'abord, il faut remercier les gens de Mangone et les populations environnantes pour avoir pensé à organiser ce panel de 3 jours. L'essentiel, pour résumer,
c'est d'examiner les voies et moyens, de conduire le MFDC vers des pourparlers avec le gouvernement pour que la paix revienne définitivement en Casamance. Je crois qu'il est temps qu'on se dise la vérité. Il n'y a que dans la vérité qu'on peut avancer. Et effectivement, il est temps, presque 40 ans, qu'on arrête la violence. Il est temps, vous avez remarqué, que les populations des sollicitations, n'est-ce pas? Et j'ai dit aussi à ces populations qu'il faut qu'elles soient cohérentes. Les entreprises ne peuvent pas venir ici, par exemple, pour construire des pistes et voir leur matériel arraché, leur voiture prise. Ah, je le dis, ça ne peut pas continuer. Maintenant, nous sommes en train de conduire la guerre pour le développement économique et social. La guerre qui est finie, c'est celle avec les fusils. C'est la guerre de la violence. Celle-là est terminée. C'est le MFDC lui-même qui nous a convoqués en Guinée en 2019 pour nous dire que désormais, la guerre est terminée, nous déposons les armes. On voulait vous en informer pour que vous puissiez maintenant nous aider à aller vers des négociations, vers la paix en Casamance. En politique, les militants du Parti socialiste de Nioro désapprouvent la sortie de Serigne Mbaye Thiam. Selon ces socialistes, le secrétaire national aux élections doit passer devant le conseil de discipline. Ils étaient en conférence de presse, suivant tout cela avec Ibrahima Diamé et Falikaï. L'essentiel des sections communales PS du département était représenté à la rencontre. Il était question pour ces militants socialistes venus de partout dans le département de désavouer Serigne Mbaye Thiam, de condamner sa position et de se démarquer de lui. Le camarade Serigne Mbaye Thiam a tenu une déclaration qui vise manifestement à saper l'unité et la dynamique du parti et à fragiliser sa direction. L'Union des coordinations de Nioro, dont le camarade Serigne Mbaye Thiam est membre, condamne avec toute la fermeté cette déclaration irresponsable et réaffirme son attachement aux textes et décisions du parti. Ses camarades de parti de Serigne Mbaye Thiam dans le département de Nioro demandent la traduction de leur secrétaire général de l'Union départementale PS en conseil de discipline à défaut de reconnaître qu'il a commis une erreur et de présenter ses excuses. lu war a am ci parti mooy discipline de parti comme li ma wax su juumee ne moom kàddu bi mu wax dafa juum parti bi mën na ko baal nit ñi waxtaanaat su nekkee ne moom dafa foog ne ci dëgg la nekk dañu invité parti bi ñu yóbbu ko commission de discipline comme niñ fa jaareeloon ñoom Khalifa Sall suñu mag jooju ak ñoom Aïssata ak ñooñu ba exclure leen dans le parti ma ne parti dafa war a am discipline. Quelques heures avant la tenue de cette rencontre au CEDEPS de Nioro, des éléments identifiés comme étant favorables au secrétaire général départemental Serigne Mbaye Thiam s'étaient réunis pour une motion de soutien, mais la rencontre a été perturbée et sabotée par Ali Mané et ses éléments qui ont considéré qu'elle n'était pas tenue dans les règles de l'art. Merci Ibrahima. Lutte contre le cancer. En décembre, toutes les 14 régions du Sénégal vont disposer d'appareils de mammographie. C'est ce qu'a fait savoir le ministre de la Santé et de l'Action sociale qui présidait en panel sur le cancer du sein à Biscuiterie. Abdoulaye Diouf Sarr renseigne également que 3 hôpitaux seront inaugurés à Kaffrine, Kédougou et Sédhiou et seront équipés de ces appareils. Compte rendu Alassane Ba et Youssou Baro. Le cancer se guérit et la maladie n'est pas une honte. Les acteurs de la santé poursuivent la sensibilisation. Un panel sur le cancer du sein destiné aux femmes de Biscuiterie qui doivent comprendre qu'il est important de privilégier le dépistage précoce. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que quand on dit qu'une personne est atteinte de cancer, tout le monde dit que voilà, la personne est condamnée. Mais aujourd'hui, nous voulons faire comprendre à ces populations-là que le cancer est une maladie qui se guérit d'abord et aussi qu'il faut juste aller se faire dépister de temps en temps. L'État du Sénégal a consenti beaucoup d'efforts dans la lutte contre le cancer. 3 machines de radiothérapie, gratuité, chimiothérapie et selon le ministre de la Santé, d'ici décembre, toutes les régions du Sénégal seront équipées d'appareils de mammographie. Il y a 11 régions qui sont déjà équipées d'appareils de mammographie. Nous allons inaugurer au mois de décembre 3 nouveaux hôpitaux à Kaffrine, Kédougou et Sédhiou qui vont disposer également d'appareils de mammographie. Et pourtant en 2012, on n'avait que 2 appareils.
Octobre Rose, célébré cette année dans un contexte de Covid-19. Les résultats du Sénégal dans la gestion de cette pandémie, appréciés à travers le monde, le ministre est convaincu qu'avec le maintien de cette dynamique, nous arriverons à 0 cas. Nous avons espoir qu'à ce stade, nous sommes en train d'atterrir, mais nous allons combattre la maladie jusqu'au dernier cas. Jusqu'au dernier cas de Covid-19. Le Sénégal est en train de faire d'excellents résultats. Dans cette lutte-là, nous avons décidé d'apporter notre pierre à l'édifice. Des dons destinés aux imams, aux délégués de quartier, aux associations féminines pour une meilleure prévention. Merci Alassane. Et puis sur l'international toujours, la situation en Guinée, Amnesty International déplore les tueries constatées à Conakry. La CEDEAO doit rapidement apporter des solutions. Selon Sidi Gassama, il est interrogé par Mamadou Fall et Amadou Ba. Bon, en Guinée, ce que nous déplorons d'abord, c'est le nombre de décès qu'il y a eu depuis maintenant 2 ans, avant même que l'élection n'ait lieu. Amnesty avait comptabilisé un nombre extrêmement élevé de personnes qui ont perdu la vie lors des manifestations, qui au départ étaient pacifiques, mais parce qu'elles ont été interdites par l'État, elles sont devenues violentes. Donc nous demandons à l'État guinéen de respecter le droit des Guinéens de manifester de façon pacifique et évidemment d'instaurer les dialogues, de créer les conditions de dialogue pour que la tension actuelle soit dissipée au plus vite. La CEDEAO est clairement interpellée et doit intervenir pour très rapidement aider les Guinéens à s'asseoir autour d'une table, à discuter, à trouver des solutions qui ramènent la paix dans le pays. La Guinée est frontalière de 7 pays d'Afrique de l'Ouest. S'il y a déflagration en Guinée, c'est toute la sous-région qui va être déstabilisée. Et les frontières de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Mali, 2 pays qui sont aujourd'hui en situation de conflit. Vous imaginez s'il y a déflagration en Guinée, c'est la sous-région qui va être déstabilisée. Donc la CEDEAO, l'Union africaine et les Nations unies doivent prendre les responsabilités et aider les Guinéens à sortir de cette crise. La France attire la foudre du monde arabe après les propos jugés anti-islamiques d'Emmanuel Macron sur le couvert de la liberté d'expression. Plusieurs pays, dont la Turquie, l'Algérie, le Pakistan, ont affiché leur indignation. Certains ont même appelé au boycott des produits français. Le point avec Ibrahim Khan. Nous ne renoncerons pas aux caricatures. Des propos d'Emmanuel Macron qui continuent de susciter colère et indignation dans le monde arabe. Le drapeau tricolore incendié, mais aussi des portraits du président français. Des images qui se multiplient dans plusieurs pays musulmans pour protester contre la France et les caricatures du prophète Mohammed. Le Pakistan a officiellement affiché sa plus grande indignation par le biais de son Premier ministre qui accuse le président français d'attaquer ouvertement l'islam. La Turquie n'est pas en reste. Réagissant aux propos anti-islamiques du chef de l'État français, Recep Tayyip Erdogan a accusé son homologue français d'hostilité envers l'islam, allant jusqu'à remettre en question la santé mentale d'Emmanuel Macron. Depuis samedi, les appels au boycott des produits français se multiplient sur les réseaux sociaux où plusieurs photos et vidéos de retrait de produits français des rayons de supermarchés circulent. C'est le cas au Koweït, au Qatar, en Jordanie, entre autres pays musulmans. En France, l'Élysée appelle les gouvernements des pays concernés à faire cesser ces appels au boycott de produits français, non sans leur demander d'assurer la sécurité des ressortissants français vivant sur leur sol. Merci vraiment. Et puis parlons sport. Kung Fu en vue des Jeux africains de 2026. Des techniciens et entraîneurs sont à Thiès pour des sessions de formation. Des maîtres Kung Fu sont formés sur les nouvelles techniques en vue de la préparation des Jeux africains de 2026. Maître Doudou Fall, le directeur technique, est interrogé par notre équipe à Thiès. Ici à Thiès pour une séminaire de formation de 5 jours qui concerne les directeurs techniques régionaux ainsi que les entraîneurs nationaux. Le but de cette formation, c'était de les préparer sur plusieurs points. Le premier point qui consiste le développement personnel, le management du sport. Deuxième point qui consiste les terminologies du Wushu pour qu'il y ait une bonne harmonisation du Wushu au niveau national. Et un troisième point qui consiste un programme national qui sera vulgarisé via les ligues. Dans ce même programme, nous avons aussi une formation théorique et philosophique. Parce que quoi qu'on en dise, nous pratiquons un art martial. Et l'art martial a des vertus martiales qui nous permettent de vivre sainement.
Donc du coup, tout ça a été fait en 5 jours grâce à la participation du ministère des Sports qu'on remercie en passant, le CNEFS, la Fédération sénégalaise de Kung Fu Wushu aussi. En vue des Jeux J 2026, on croit que cette préparation est un début pour faire une petite détection de la petite catégorie qui compétiront en 2026, Inch'Allah. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Monsieur Moussa Touré est l'invité de Soir d'Info avec vous. Aram Touré, c'est à vous. Merci beaucoup, Sherif Diop. Il est